La parole à M. Chami. Merci, Séafrit. Merci à nos amis ici présents de nous faire le plaisir de venir débattre avec nous en tant que membres de la commission. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on s'attend à ce que le débat soit animé. Mes camarades ici présents m'ont donné la lourde responsabilité de faire une petite présentation à laquelle ils ont contribué, si vous voulez, mais je pense que ça va asseoir le débat. Et ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de reproduire les points clés de la partie économique qu'on retrouve dans le nouveau modèle. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, et j'invite aussi bien nos amis ici présents que les membres, que nos auditeurs, à aller lire le rapport. Mais plus que le rapport, il y a ce qu'on appelle des fiches thématiques qui sont en annexe et qui reprennent d'une manière très précise les différents sujets qui ont été traités par la Commission. Alors, on veut parler d'économie. Bien sûr, le nouveau modèle ne parle pas que d'économie. Il y a plusieurs axes. Je crois que Rita en parlera tout à l'heure et Youssef. Mais l'économie fait partie d'un tout cohérent. On va focaliser maintenant sur l'économie. Mais bien sûr, si jamais il y a des questions que les auditeurs voudraient poser ou que nos amis voudraient challenger, on peut rentrer dans les autres sujets que nous avons traités dans la commission. Alors l'économie, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Quand on regarde la croissance économique au Maroc, sur la dernière décennie, on est à 3,5% de croissance, c'est faible. L'idée ou la projection du nouveau modèle, l'objectif du modèle, l'ambition du nouveau modèle, c'est de porter ce 3,5% à 6% en moyenne sur les années à venir, jusqu'à 2035. Pourquoi on a besoin de faire ça? D'abord, on a besoin de faire ça parce que, comme le nouveau modèle, et j'en ai parlé à plusieurs axes, un axe par exemple d'inclusion, de protection sociale, etc., si jamais on ne génère pas assez de croissance, on ne pourra pas financer les grands chantiers du nouveau modèle. Ça, c'est évident. La deuxième raison, c'est on a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. On a 4,5 millions de NEET aujourd'hui qui sont là, et donc il faut créer suffisamment d'opportunités d'emploi. Alors, je vous le dis dès maintenant, on pense que c'est faisable. Et nous avons fait vraiment un travail de fond pour essayer d'identifier tous les gisements non exploités, d'accord, qui sont des gisements de croissance, et on en parlera et j'expliquerai ça en détail. Alors, deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait juste de la croissance, il faut que cette croissance soit aussi une croissance de qualité. Alors, quand on parle de qualité, on parle de quoi? On dit d'abord une croissance qui est plus efficiente. Et quand on parle d'efficience, il y a 3 sujets qui viennent en tête. Premier sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive à augmenter ce qu'on appelle la TPF ou les Total Productivity Factors, les facteurs de productivité. C'est-à-dire que quand on regarde la croissance jusqu'à aujourd'hui, elle s'est faite pratiquement par de l'accumulation de capital. On pense que les entreprises, avec le capital qui est déjà là, je parle d'équipement, etc., peuvent être plus productives, plus efficientes et donc générer plus de croissance. Ça, c'est un premier point. Deuxième poche de croissance, c'est l'investissement public qui est aujourd'hui dans des infrastructures, d'accord? Et on connaît très bien qu'on a un investissement, malheureusement, qui est important, mais qui ne génère pas assez de croissance. Il y a un coefficient, le coefficient ICOR, que vous connaissez, c'est combien je mets de dollars dans l'investissement public, qu'est-ce qui me génère comme croissance? Nous ne sommes vraiment pas bien placés comparé à d'autres pays. Cet investissement public peut aller donc vers aussi des capacités productives plus intéressantes. Troisième volet, c'est l'investissement privé. Aujourd'hui, quand on regarde l'investissement privé au Maroc, on est aux environs de 40-50% de la FBCF, la formation brute de capital fixe. Dans des pays tels que la Turquie, ils sont à 80%. Et donc, il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être faites au niveau de l'efficience. Deuxième chose qui nous semble extrêmement importante, c'est une croissance qui doit être plus résiliente. Plus résiliente, la façon de le faire, c'est de s'assurer d'abord que vous avez une base diversifiée. Et donc, si vous avez un problème sur un secteur particulier, on l'a vu sur le tourisme, vous avez d'autres moteurs. On appelait ça à l'époque, avec mon ami Adil, des moteurs de croissance. Vous avez d'autres produits, d'autres moteurs de croissance qui peuvent prendre le relais. Et elle doit être aussi plus résiliente, donc plus riche en emploi. Et quand on parle d'emploi, on parle d'emploi qualifié, où nous ne sommes pas assez bons là-dessus, je reviendrai sur ce chiffre.
mais aussi on parle d'emplois formalisés et on parle aussi d'emplois féminins. Le taux d'activité aujourd'hui de la femme au Maroc est vraiment, on est aux environs de 22%, c'est vraiment très très bas et donc on ne pourra jamais devenir un pays développé si la femme ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer dans toute société, je dirais, développée. Dernier point, c'est une croissance qui doit être plus répartie équitablement. Alors bien sûr, tout de suite, on pense aux inégalités. Tu as parlé des inégalités tout à l'heure, mon cher Céline, mais aussi des inégalités de territoire. Il y a malheureusement, aujourd'hui, 3 régions font, je crois, plus de 50-60% du PIB marocain. Et donc, vous avez beaucoup de régions qui restent bien en deçà de leur potentialité et qui ne créent pas assez de richesse pour les habitants qui habitent dans ces territoires. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui doit se passer? Non, il faut revenir. Alors, où sont... Voilà. Où sont ces potentialités? Et donc, on s'est dit, faisons une cartographie, d'accord, des différents secteurs qui peuvent être ces moteurs de croissance. On les a classés en 4 catégories. Il y a ce qu'on appelait le capital naturel. Et donc là, vous allez trouver, par exemple, tout ce qui est phosphate, les mines. Alors, le phosphate, on l'exploite. Est-ce qu'on exploite suffisamment les mines? Les autres mines, la réponse est non. On va trouver, bien sûr, tout ce qui est agroalimentaire là-dedans. L'agroalimentaire, on est à 20% de transformation des produits agricoles en produits agroalimentaires. C'est très faible comparé à ce que font d'autres pays. On va trouver là-dedans l'offshoring. On va trouver, j'ai du mal à lire, la chimie verte. On va trouver énormément de l'énergie. Nous sommes dotés de sources énergétiques juste extraordinaires. Soleil, vent et autres, hydrauliques, mais surtout soleil et vent. Nous avons la capacité énergétique d'un Nigeria ou d'un Venezuela. Mais bien sûr, pour pouvoir exploiter cette énergie-là, c'est-à-dire créer de l'énergie, de l'électricité à faible coût, en Arabie Saoudite, le dernier appel d'offres, ils sont à 12 centimes le kilowattheure en solaire. Ça vous donne une idée de ce qui peut être fait dans ce pays. Mais pour faire cela, il faut qu'il y ait une vraie réforme du secteur énergétique au Maroc. Il faut qu'il y ait un régulateur fort qui gère toutes les énergies, pas que l'électrique. Il faut que l'ONE se concentre sur un métier qui peut être le métier du transport. Il faut que le privé fasse la production. Il faut qu'il y ait des sociétés régionales qui fassent de la distribution. Et donc tout cela peut être fait. Ça demande des moyens, ça demande de l'ambition politique, mais ça peut être fait. Et qu'est-ce qu'on aura en bout de course? On aura une énergie pas chère. Donc ça veut dire une industrie très compétitive. On peut penser à aussi faire du dessalement de l'eau de mer. On en a besoin, puisqu'on aura un prix. Aller vers la filière hydrogène, qui peut être une véritable source demain, vers la mobilité électrique, d'accord, donc la voiture. Et donc tout cela est important. Deuxième secteur, c'est ce qu'on a appelé le capital immatériel. C'est là où j'ai l'offshoring. Le capital immatériel, c'est l'offshoring, c'est l'industrie artistique, d'accord. Et juste l'industrie artistique, le Nigeria, je crois qu'ils emploient plus d'1 million de personnes dans l'industrie cinématographique. Donc imaginez ce qui peut être fait aussi au Maroc. Nous avons un troisième secteur qui a trait à ce qu'on appelait le positionnement géostratégique du Maroc. En fait, c'est là où on va trouver l'automobile, l'aéronautique, c'est là où on va trouver le médical demain qui peut jouer un rôle très important. Et en fait, c'est une histoire de se repositionner dans les chaînes de valeur mondiales. Et le quatrième bucket, c'est le marché intérieur. Donc là, on va trouver le commerce, on va trouver, si vous voulez, la construction, on va trouver les services qui sont des services ici. Alors, ce qu'il faut, il y a un point très important, je vais revenir là-dessus, le capital naturel. Quand on voit l'économie bleue, nous avons plus de 3500 km de côte, on peut en faire une véritable industrie. Que ce soit, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est la pêche, c'est 2-3% du PIB, alors qu'on peut faire tellement d'autres choses. Chantier naval, par exemple, on peut faire de l'aquaculture, et il y a une extraordinaire opportunité. L'économie circulaire, ça aussi, c'est une extraordinaire opportunité. Donc, et quand on regarde ces potentialités, on se dit, on a à peine commencé dans certains secteurs to scratch the surface. On a commencé à voir
une petite potentiel ou là, un potentiel faible qu'on a pris dans ce secteur-là. Il reste beaucoup de choses à faire. Tous ces secteurs-là n'ont pas les mêmes contraintes. Et je vais venir là-dessus. Je pense que c'est important qu'on comprenne que ce que nous avons fait, c'est une fois qu'on a identifié cette cartographie, de voir quels sont les blocages pour développer ces potentiels dans les différents secteurs. Et c'est un peu le plan qu'on va vous proposer en fin de présentation. On peut avancer, s'il vous plaît. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc pour exploiter ces potentialités, il faut une révolution entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus d'acteurs. Il faut que vraiment on modernise le secteur, le tissu industriel, ou le tissu économique, qu'on le diversifie, qu'on monte en gamme et qu'on internationalise. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont vraiment absolument illustratifs. Quand on prend la modernisation, on regarde aujourd'hui, nous avons à peu près 50 000 sociétés au Maroc qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 million de dirhams. Est-ce que vous imaginez de quoi on parle? Nous avons 64% des sociétés qui sont des DPE qui emploient moins de 10 personnes. Et nous avons pratiquement 40% d'emplois formalisés. Donc, tissu fragile, beaucoup de choses à faire au niveau de la modernisation. Quand je passe à la diversification, et là, on est en train de parler tout à l'heure, j'avais dit, plus résiliente, donc une base productive plus diversifiée. Il y a un calcul très intéressant qu'a fait mon ami Youssef. Quand vous prenez la base de données du commerce international, et vous avez des nomenclatures qui sont là-dedans, sur une nomenclature, sur une catégorie de 5000 articles, ou de 5000 références, le Maroc exporte 1350 de ces 5000-là. La Thaïlande, la Malaisie, la Turquie, ils sont à plus de 3000. Donc, beaucoup de choses à faire. Quand je passe à la montée en gamme, là, on parle de sophistication. Donc, on fait des produits plus sophistiqués. Alors, quelques chiffres encore très intéressants. D'abord, la sophistication ne peut venir que de l'innovation. Aujourd'hui, seulement, et ça c'est un chiffre HCP, seulement 6% des entreprises marocaines font de la R&D. Nous déposons chaque année, les entreprises marocaines déposent chaque année à peu près 50 brevets. En Turquie, ils déposent 500 brevets. 5000 brevets. Et donc, vous voyez la différence qui est là. Autre point intéressant, il y a ce qu'on appelle le Atlas of Economic Complexity. C'est une base de données qui est développée par Harvard, qui mesure la complexité de l'industrie des produits. Nous sommes 99e sur 121 pays. Et alors un autre chiffre pour mesurer la complexité que je trouve absolument ahurissant, quand vous prenez le pourcentage des cadres moyens et cadres supérieurs employés aujourd'hui par l'industrie marocaine, nous sommes à 8%. Dans les pays développés, ils sont à 60%. Dans les pays émergents, ils sont entre 20 et 30%. Et ce chiffre de 8%, si vous revenez les années 2000, il était à 6%. Quand on parle d'encadrement, c'est ça ce que ça veut dire. Mais en fait, il ne faut pas voir juste l'encadrement. Il faut comprendre que ce manque d'encadrement génère une industrie ou une économie très peu sophistiquée. Dernier point sur l'internationalisation. Là, on va penser aux exportations. Nous avons à peu près 6000 entreprises exportatrices. Et celles qui exportent régulièrement, c'est à peu près le tiers, c'est 2000. En Turquie, ils sont à 60 000 entreprises exportatrices. Et donc l'idée, c'est que le tissu industriel marocain, ou le privé marocain, va se mobiliser autour de ce nouveau modèle pour moderniser, diversifier, monter en gamme, internationaliser. L'État va venir enlever les blocages, on va mettre les incentives et on va en parler pour aller vivre cette révolution entrepreneuriale. Maintenant, je voudrais juste insister sur un point, puisque c'est un des sujets de discussion, le rôle des grands groupes. Alors tout ça, c'est fait par les PME, mais c'est aussi fait par les grands groupes. Les grands groupes jouent un rôle fondamental dans les pays émergents, dans les pays pour porter cette modernisation, cette diversification, cette sophistication, parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont les reins solides, ils peuvent prendre plus de risques, etc. En Turquie, il y a un groupe qui s'appelle Koç. Koç, ils font de l'automobile, ils font de l'électroménager, ils ont une marque qui s'appelle Beko Yek, et ça, ils constituent 10% des exportations turques, à eux seuls. D'accord? C'est juste quelque chose d'incroyable. Il y a un autre groupe qui s'appelle Yildiz, qui font près de 10 milliards
de chiffre d'affaires en agroalimentaire. 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Si on prend les 5 constructeurs automobiles en Turquie, 3, c'est des JV entre les Turcs et les constructeurs mondiaux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des locomotives locales qui puissent porter ce renouveau. Alors si maintenant on peut avancer s'il vous plaît, alors là on a essayé de voir quels étaient les obstacles. Alors il y a 2 types d'obstacles pour saisir les potentialités. Il y a des obstacles qui sont des obstacles génériques, horizontaux, et il y a des obstacles qui peuvent être des obstacles verticaux, c'est-à-dire secteurs. Nous, on a tout balayé. Et on va vous donner quelques exemples encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais de choses qui ont été faites. Sur les premiers obstacles, on dit il y a des problèmes de réglementation, d'accord, de barrières réglementaires et administratives. Et donc, l'idée, c'est de sécuriser l'initiative privée ou entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un choc de simplification. Donc, on a dit il faut laisser un temps aux administrations pour que, si au bout de 6 mois, ils n'ont pas justifié les autorisations, les licences, etc., ça veut dire qu'il faut les enlever. Nous avons décidé qu'il fallait absolument mettre... J'ai du mal à lire. Je vais... Ça va prendre 30 secondes. Et ça va être mieux, si vous le permettez. Voilà. Voilà. Donc, premier point, c'est les barrières réglementaires et administratives. Et donc, l'objectif, c'est de sécuriser l'initiative entrepreneuriale, choc de simplification et loi de modernisation. Mon cher Adil, c'est-à-dire en une loi, on va faire passer beaucoup de choses qui sont liées à différents secteurs. Donc on n'a pas besoin de... On raccourcit le temps législatif. On va renforcer les instances de régulation, très important, que ce soit l'instance de la lutte, la concurrence ou l'instance de la lutte contre la corruption. La réforme de la justice, elle est importante et on a proposé un mécanisme qui me semble très intéressant. Ça me rappelle une discussion qu'on avait eue il y a bien longtemps, toi et moi, sur le défenseur de l'entreprise. Aujourd'hui, quand une entreprise a un problème et qu'elle se heurte à beaucoup d'obstacles, eh bien, ils vont trouver peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va peut-être les aider à résoudre ce problème. Si on crée une fonction qui s'appelle le défenseur de l'entreprise, qui est sous le chef de gouvernement, qui lui, je dirais, recueille ses doléances, qui voit que le problème est justifié, qui peut remonter vers le chef de gouvernement pour résoudre ce genre de choses, c'est une vraie facilitation de main pour l'entreprise. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous avez un défenseur de l'entreprise qui reçoit beaucoup de demandes, il va à un moment, grâce juste à une analyse, comprendre quels sont les nœuds systémiques et résoudre d'une manière définitive ces nœuds systémiques, que ce soit au niveau des autorisations, au niveau de la mise à disposition de tel ou tel foncier ou autre. Deuxième obstacle que nous avons relevé, c'est le déficit de compétitivité. Nous ne sommes pas assez compétitifs et donc on dit qu'il faut réaliser un choc de compétitivité. Pour cela, nous avons dit qu'il faut une baisse massive des coûts de l'énergie. On peut y arriver. On a même voulu à un moment, on s'est dit 50 centimes le kilowattheure. Pour l'industrie, c'est quelque chose qui est à notre portée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui le font sur de l'énergie renouvelable. Une baisse des coûts de logistique. Nous sommes à plus de 20% encore, malheureusement, des coûts de logistique, 20% du PIB des coûts de logistique. On a prévu d'arriver à 12% à horizon 2035. On a dit aussi que une des problématiques qu'avaient les entreprises, c'est que les zones d'activité pour développer leur activité n'étaient pas assez disponibles. Donc, on a dit c'est la région qui devrait s'occuper de ça. La région mettrait à disposition un foncier, mais avec un appel à manifestation d'intérêt à un privé qui viendrait développer ce foncier. Et il y aurait une compensation financière de la région si elle veut sortir un prix du foncier à tel prix pour rester compétitif. Et avec un guichet unique, c'est aussi quelque chose d'important. La transformation numérique est absolument présente et on sait très bien quel peut être le levier de cette transformation numérique demain
pour les entreprises et on a beaucoup focalisé sur le très haut débit et le haut débit qui peuvent ouvrir vraiment énormément d'opportunités aux entreprises et l'implication du privé dans la formation. Beaucoup de gens se plaignent de la formation, qui ne trouvent pas les gens formés. Eh on dit, venez, comme on a fait à l'Institut métier de l'aéronautique, nous allons avoir une formation co-gérée entre le public et le privé. Troisième axe, c'est l'accompagnement public qui est insuffisant ou parfois qui est mal orienté. Et donc l'idée, c'est de réorienter cet accompagnement public vers cette transformation productive dont on a parlé tout à l'heure. Au lieu d'aller financer l'immobilier, je pense qu'il y a des activités à plus forte valeur ajoutée, plus sophistiquées, plus exportatrices qu'il faut financer. Et donc là, on a dit qu'il faut orienter les acteurs vers les activités productives. Premier outil, mécanisme extrêmement important, c'est un instrument de financement de la diversification. Une entreprise de taille moyenne, même assez grande, alors je ne parle pas des grands groupes, vont avoir des réticences à aller investir dans un produit assez technologique, compliqué, parce qu'il y a une asymétrie d'information, parce que c'est le premier entrant, etc., etc. Et donc ce fonds-là finance en capital risque, mais ce n'est pas juste « je suis là et j'attends », c'est un instrument qui est proactif et programmatique. C'est-à-dire si le ministre de l'Industrie demain veut pousser tel ou tel secteur, le textile éco-responsable ou je ne sais quoi, l'amont du textile, eh bien, ce fonds-là peut intervenir. Autre point absolument important, les mécanismes d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui accompagnent des privés, du public, des internationaux, des locaux. Nous, on a dit qu'il faut avoir une politique nationale d'accompagnement qui touche tous les acteurs et aux différents stades de l'entreprise, de la start-up, je dirais, à la maturité, à la transmission. Et bien sûr, il faut professionnaliser les acteurs de l'accompagnement. Et dernier point, la commande publique comme levier et le crédit impôt recherche qui est absolument fondamental, qu'il faut ramener, on l'avait à une époque, et ça, c'est quelque chose pour pousser l'innovation. Dernier pilier, le cadre macroéconomique qui est, on estime, qui est stable, qui est bien, mais il n'est pas assez porteur de croissance, et donc il faut réorienter, le mettre au service du développement. Et là, on a dit baisse de la charge fiscale, mais je veux bien préciser, baisse de la charge fiscale aux secteurs qui sont exposés à la concurrence. Les secteurs protégés, peut-être même qu'il faut augmenter certains secteurs, d'accord. On n'est pas rentré dans ce détail, et donc, mais je dis c'est la baisse pour les secteurs exposés à la concurrence. Le renforcement de la concurrence bancaire et les fintechs, l'adaptation des règles macroprudentielles qui parfois sont plus contraignantes qu'ailleurs, et donc parfois de la TPE, de la PME ne trouve pas l'accès au crédit. Et enfin, un marché des capitaux fort, parce que 90% aujourd'hui des entreprises sont financées par les banques. Ce n'est pas comme ça qu'on peut développer ça. Et donc, sur le marché des capitaux, il y a un travail aussi très important qui a été fait d'un ami avec nous qui est un des grands banquiers internationaux. Et donc, quelques idées, une régulation très forte. Et ça, il faut ramener la confiance. D'accord ? Des établissements publics qui deviennent, si tu veux, plus d'offres. Donc, des établissements publics qui viennent être cotés. Et donc, ça crée de la demande. Peut-être un marché de matières premières, un marché de dérivatifs, des produits alternatifs, etc. Simplifier les règles pour des entreprises qui voudraient rentrer, une catégorie d'entreprises qui voudraient rentrer à la bourse. Et donc, tout cela est important. On peut avancer, s'il vous plaît. À côté de ça, on a soulevé un autre lièvre. Et en fait, on a dit, tout cela c'est bien, tout cela créera de l'emploi, c'est 6%. Quand on regarde le nombre d'emplois qu'on veut créer d'ici 2035, c'est à peu près 3 millions d'emplois. C'est 200 000 par an. D'accord ? On fait aujourd'hui la moitié à peu près. D'accord ? C'est un taux d'emploi qui passe de 40 à 50%. D'accord ? Et on se dit, l'économie marchande va avoir du mal à le faire, surtout dans ces premières années. Et donc, il y a une autre opportunité extraordinaire, c'est l'économie sociale. Sauf que cette économie sociale, il faut l'aborder d'une toute autre façon que celle qu'on aborde aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie de subsistance. Ce n'est pas des petites AGR dans des petites coopératives qui font de la transformation de l'India ou autre. C'est vraiment beaucoup plus de structuration, donc un vrai cadre fondateur de cette économie sociale avec une loi cadre, avec des acteurs qui sont définis, des statuts définis, du financement défini, les relations entre l'État, les opérateurs et les collectivités locales. C'est un peu ce qu'on appelait le tiers secteur. Et là-dedans, on va trouver des coopératives, on va trouver des fondations,
on va trouver des entreprises à mission, etc., qui vont jouer un rôle extrêmement important dans l'écosystème territorial. Et une des opportunités de cette économie sociale, c'est la délégation des services publics. Aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, quand on regarde le nombre, le pourcentage de l'emploi dans les associations au Maroc, c'est 0,5%. En France, c'est 8%. Et là-dedans, on peut déléguer de l'aide au social, de l'assistance sociale, on peut faire de la petite enfance, on peut faire de l'économie circulaire, on peut faire énormément d'activités dans cette délégation. La culture, on parle beaucoup de culture. Qu'est-ce qu'on a construit comme espace encore de murs qui ne sont pas animés? Là aussi, il y a un très très beau projet qu'avait porté Rita avec Six Six, le Cap Jeune, où on parle de ce déploiement, si vous voulez, de ce tiers secteur dans les territoires. Et dernier point, il faut peut-être faire de l'économie sociale, mais aussi de l'économie sociale innovante. Donc c'est ce qu'on appelait l'entrepreneur social innovant, avec des incubateurs, de la recherche et développement sur l'entrepreneuriat social. On n'est pas en train de parler de technologie, mais on est en train de parler, si vous voulez, d'économie sociale innovante. Dernière slide, c'est la nouvelle gouvernance. Et en fait, ce qu'on dit ici, on dit tout ça c'est bien. Je vous ai expliqué que nous avions les gisements de prospérité, ils sont bien définis. Je suis allé assez vite parce que je ne voyais pas très bien, mais on a dit qu'il faut une révolution entrepreneuriale pour moderniser, sophistiquer, exporter, diversifier. On a dit qu'elle doit être portée par les PME et les grands groupes. On a dit qu'il y a des obstacles et pour chaque obstacle, nous avons proposé de vrais mécanismes pour lever ces obstacles. Mais après, comment on fait tout cela? Et l'idée, c'est de dire, première des choses, il faut avoir une politique nationale de transformation économique. Donc cette transformation productive, il faut qu'il y ait une politique nationale. Et c'est là où vont se mettre toutes les stratégies sectorielles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, chaque ministre développe sa stratégie sectorielle. C'était du cas quand Adil était là, ça a été mon cas quand j'y étais, et ça dure encore aujourd'hui. Cette nouvelle réflexion nous permettrait d'avoir une cohérence d'ensemble de cette politique de transformation. Et sur cela, nous avons donc dit qu'il y a des instruments spécifiques et des instruments génériques. Les instruments spécifiques, j'ai parlé du cadre incitatif, nous allons vers certains secteurs. J'ai parlé du financement, nous allons financer des entreprises ou des secteurs. J'ai parlé de l'accompagnement pour accompagner ce secteur-là. Le point dont je n'ai pas parlé, c'est les task forces sectorielles qui me semblent être un instrument extrêmement innovant et intéressant. Ces task forces sectorielles, on les utilisait dans certaines périodes, c'est quoi? Si je veux développer, par exemple, l'aéronautique ou n'importe quel secteur, le matériau de construction, il y a un ministre qui est responsable du secteur, mais ce ministre-là n'a pas la main. Ce ministre-là, si je veux faire l'aéronautique, il faut que je vois le ministre qui fait de la formation, le ministre qui fait de l'équipement, le ministre qui fait du transport, si ce n'est pas les mêmes, et ce n'est plus les mêmes aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, etc. Et donc, après, on se perd et les choses n'avancent pas. La task force sectorielle, c'est le ministre en charge du secteur, avec un co-sponsor qui est du privé. Donc, c'est monsieur aéronautique, c'est monsieur matériel de construction qui est nommé. Ils ont des gens derrière eux, ils ont une mission et ils doivent débloquer ce qu'il y a à débloquer, mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour faire avancer et atteindre l'objectif dont on a parlé. Et le dernier axe, c'est tout ce qui est instrument, je dirais transverse. On a parlé du choc de compétitivité, du cadre macro et de la fiscalité, pour ne pas t'oublier. D'accord? Elle est aussi dans ce axe. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Désolé si j'étais un peu long. Vas-y, précise. Adil va comprendre ça. En fait, la transformation unité, on l'a appelé ça l'unité de suivi et d'impulsion, qui est au niveau du chef de l'État. Cette unité, alors, on a eu vraiment énormément de réflexions, comme elle l'a dit. Finalement, on a dit, pour ne pas rentrer dans quelque chose d'inconstitutionnel, parce que il y avait même au départ, on disait que cette unité devait contrôler les politiques publiques. Mais si elle devient contrôler les politiques, c'est-à-dire que tu dis le ministre est contrôlé. Donc cette unité de transformation et de suivi, elle a deux fonctions majeures qui me semblent extrêmement intéressantes. La première, c'est qu'elle suit ce qui est décidé. C'est-à-dire qu'à un moment, va se retrouver sur le bureau du chef de l'État des indicateurs qui viennent pour les différentes politiques publiques.
Donc si moi je suis responsable d'administration publique, d'établissement public, responsable gouvernemental autre, je sais qu'à un moment ça remonte et donc il y a une sorte d'autocontrôle qui fait que je fais avancer mes projets. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est l'impulsion. Quand on parle d'impulsion, souvent on ne comprenait pas que on a parlé de zone grise. Et ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant dans notre rapport. J'espère que tu le diras. Zone grise entre le Palais Royal et le gouvernement. Donc en fait on a dit zone grise entre le pouvoir stratégique et l'exécutif. Donc ça veut dire entre le Palais Royal et le gouvernement. Et donc Sa Majesté qui a une volonté d'impulser des choses, dans le passé pouvait les impulser, jusqu'à maintenant il les impulse directement. Et là ce qu'on propose c'est que la transformation unite permette de formaliser ce genre d'impulsion. Et donc ça créera forcément plus de cohérence, si tu veux, dans les politiques sectorielles maintenant. Donc voilà, donc on pense que cette transformation unite est vraiment une vraie innovation, quelque chose d'important pour formaliser beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont pas formalisées. Écoutez, moi d'abord je voudrais vraiment vous remercier et nos invités ici, tes invités, d'avoir débattu de un sujet très important. Moi je voudrais juste conclure en disant une chose. Ce n'est pas un programme de gouvernement. C'est-à-dire, on nous a commandité une mission. Je pense qu'on a rempli notre mission pour essayer de dresser un cap qui rassemble le plus grand nombre de Marocains. Et je pense que ça, on est en train de sentir que les gens comprennent ça et qu'ils sont en train d'adhérer. Deuxième des choses, pour continuer, il y a cette tentative d'avoir un pacte national, qui n'est pas encore quelque chose de réglé, mais un pacte national qui met les partis ensemble pour aller vers le cap qui a été tracé. 3, à la fin de la journée, même quand ce pacte sera signé, c'est à l'exécutif d'appliquer. Donc c'est au gouvernement futur, démocratiquement élu, et le suivant, parce qu'on parle de 15 ans, donc c'est 3 mandatures, donc 3 gouvernements qui doivent mettre en musique ces objectifs sur lesquels on sera mis d'accord, avec tous les problèmes qu'on connaît d'exécution, mais on espère que certains outils qu'on a proposés, une administration plus efficace, le numérique, la transformation unite, la delivery unite, les task force vont aider à ça, mais ça ne sera pas suffisant. Il va y avoir beaucoup de réformes, je dirais ce que tu as appelé toi la réforme de l'État, d'accord, qui doit accompagner l'implémentation.